À Toulouse, 200 policiers sont réunis devant le commissariat central. Au sol leurs menottes, symbole de leur sentiment de désarmement. Les policiers regrettent les propos de Christophe Castaner sur, je cite, les soupçons avérés de racisme. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas. Et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Vous avez des personnes qui finalement se sentent en liberté la plus absolue à l'égard notamment de certains justiciables qui sont les plus précaires et qui sont aussi ceux issus de certaines minorités. Inflige plus d'une vingtaine de coups de poing et une dizaine de coups de pied à la victime. Michel reçoit aussi plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage et de son crâne. Quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Jure, je peux péter les jambes, au sens propre. Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des... Mais toi, je t'aurais bien pété tes jambes. Les policiers ont servi une version qui était fausse, puisqu'ils ont expliqué que le policier qui a tiré était face au véhicule et que le véhicule lui fonçait dessus. Et il ne fait pas de doute en voyant les vidéos que c'est tout simplement un mensonge. On prend tout de suite pour parole l'évangile les paroles des policiers. Et je pense qu'il y a évidemment un problème dans le traitement médiatique de ce dossier, comme dans tous les autres finalement, qui concernent des violences policières. Ils se sentent investis d'une forme de mission de justicier qui serait une mission permanente et pour laquelle ils n'auraient pas de compte à rendre devant la loi et devant la justice. Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris, associé au sein du cabinet Bourdon Associés. J'exerce essentiellement dans le contentieux du droit pénal et des libertés publiques. J'ai pu également donner des chroniques pour Blast. Et enfin, je suis l'auteur de plusieurs livres. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Revendiquons le droit d'obéissance » que j'avais écrit avec Jérôme Mourdeau aux éditions Fayard, d'un tract Gallimard sur la nécessité de devoir réagir face aux violences policières que j'ai coécrit avec mon associé William Bourdon. Et enfin, je suis l'auteur de ce dernier ouvrage qui traite de la question du traitement judiciaire des violences policières. L'idée de ce livre, c'était vraiment de pouvoir offrir au lecteur la possibilité d'avoir une immersion dans l'exercice concret d'un avocat qui peut traiter de cas de violence policière et pour expliquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que généralement, en fait, dès lors que on met en avant ces difficultés, eh bien, on nous dit en fait que notre discours est un discours qui est parfaitement idéologique, là où ce livre propose, par des exemples concrets, par le rappel des textes applicables, eh bien, une structuration de la manière dont les policiers bénéficient finalement d'un traitement parfaitement inéquitable de la part de la justice. Dans ma pratique d'avocat, j'ai été confronté à un certain nombre de dossiers dans lesquels des personnes se plaignaient d'agissements fautifs de la part de fonctionnaires de police. Et on s'est rendu compte, à travers ces différents dossiers, de la difficulté qu'on pouvait avoir à pouvoir obtenir justice, obtenir que des enquêtes soient faites, obtenir que des condamnations interviennent. Et finalement, la multiplication de ces expériences, la multiplication des obstacles que nous avons rencontrés a permis véritablement d'avoir une réflexion structurelle pour se rendre compte qu'en fait, nous sommes confrontés à des difficultés d'ordre systémique. Ils ne sont pas simplement individuels liés à tel ou tel dossier, mais vous avez véritablement des obstacles qu'on va rencontrer au fil des dossiers, que ce soit au stade de l'enquête, au stade de l'information judiciaire ou au stade du jugement. Policiers sont suspendus et mis en examen pour violence volontaire en réunion. L'un d'eux, soupçonné de lui avoir introduit sa matraque télescopique dans l'anus, est poursuivi pour viol. Si cette affaire a pris une proportion énorme dans l'opinion publique, sur les réseaux sociaux et a mobilisé, c'est parce qu'il y avait cette vidéo, ce qui crée l'émoi et qui bouleverse aussi l'opinion publique à ce moment-là, eh bien ce sont ces vidéos. Certains disaient, bah voilà, cette vidéo, elle illustre ce que nous vivons dans les quartiers populaires depuis des années maintenant. Ils disaient, voilà, on veut aussi dans cette mobilisation là qu'il n'y ait pas d'impunité et que les sanctions soient lourdes et fermes. Il est clair que le sujet a littéralement explosé dans le débat public depuis ces dernières années parce que le fait de filmer avec les smartphones, notamment la répression policière dans le cadre de différentes manifestations, a permis de révéler l'intensité et l'existence des violences policières, là où généralement, eh bien, elles restaient dans l'anonymat à huis clos d'un commissariat et où il était extrêmement difficile d'obtenir des preuves extrêmement concrètes de ces mêmes violences, à l'exception parfois, par exemple, de certificats médicaux ou des témoignages, mais qui sont souvent des témoignages indirects. Et l'émergence
de cette preuve vidéo a permis véritablement de documenter et de saisir la justice qui, désormais, est confrontée à des éléments très directs qu'elle doit véritablement prendre en considération. Venu aujourd'hui pour dénoncer ce crime abject a été commis sur Ammar Slimani, un jeune originaire de Tazmalt. Il a été assassiné par un policier hors service qui l'a abattu à proximité avec 7 balles, dont une directement sur la tempe. C'est un crime pour nous raciste. Ce genre de cas montre véritablement les transformations aussi bien idéologiques que psychologiques que la logique ultra-sécuritaire dans laquelle nous trouvons aujourd'hui peut conduire, parce que vous avez non seulement des policiers qui pensent bénéficier d'une forme d'impunité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et même lorsqu'ils sont fautifs, même lorsqu'ils peuvent commettre des violences, et finalement vous avez un prolongement parfois dans leur vie privée à partir du moment où on leur offre la possibilité de conserver leurs armes. Ils se sentent investis d'une forme de mission de justicier qui serait une mission permanente et pour laquelle ils n'auraient pas de compte à rendre devant la loi et devant la justice. Et donc c'est une américanisation d'une certaine façon aussi de notre modèle de pensée et de notre modèle répressif. Parmi les facteurs qu'on peut observer, il y a déjà une complaisance de l'appareil policier et de la hiérarchie policière. On a vu de hauts responsables s'exprimer, notamment après le décès de Nahel, pour dire que la place d'un policier ne serait pas en détention provisoire, et ce alors même qu'il peut l'être dans les cas dans lesquels il peut y avoir eu mort d'homme, il peut y avoir des agissements extrêmement graves qui peuvent caractériser des crimes au sens de la loi pénale. Et finalement, c'est la volonté déjà d'obtenir une forme de système judiciaire parfaitement dérogatoire et qui viendrait en violation d'un principe qui est un principe fondamental, qui est celui de l'égalité des citoyens devant la justice. Donc déjà, il y a cette complaisance de l'appareil hiérarchique policier. Ensuite, on voit aussi que les pouvoirs publics ont plus que jamais besoin des fonctionnaires de police dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, notamment à l'occasion de la réforme des retraites, à l'occasion également des manifestations dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, où plus que jamais, en fait, le pouvoir a été menacé par l'expression populaire, a été menacé par la mobilisation populaire, et que faute de pouvoir apporter une réponse politique, eh bien, il a mis les policiers et il a mis les gendarmes en première ligne de cette opposition populaire. Et bien évidemment qu'à partir du moment où ils sont mis en première ligne, ils attendent des gages, ils attendent des garanties, et parmi les garanties, on observe ce qui équivaut à un véritable statut qui est un statut dérogatoire, un statut d'exception pour finalement réduire à peau de chagrin les poursuites dont peuvent faire l'objet les policiers fautifs. Vous ne vous rendez pas compte du niveau d'ensauvagement de la société française aujourd'hui. Il faut un tournant en matière pénale, la loi et l'ordre. Il faut donner beaucoup plus de moyens à nos forces de l'ordre. Il faut les protéger par la présomption de légitime défense. Enfin, parmi d'autres éléments, vous avez aussi la montée en puissance des discours d'extrême droite. Ce sont les dernières études qui ont été révélées. On est à plus de 60% qui expriment leur intention de vote pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national, ce qui est totalement colossal et ce qui montre bien qu'il y a véritablement un basculement idéologique qui frappe non seulement la hiérarchie policière, les syndicats, mais également tous les policiers dans leur ensemble. Et je pense qu'il faut véritablement prendre en considération cette montée, en tout cas de l'extrême droite au sein des effectifs de police, parce que elle traduit aussi un changement de mentalité, elle traduit aussi une obsession du tout sécuritaire, et elle traduit aussi une adoption de tous les thèmes et de toute la rhétorique de l'extrême droite. Le tout sécuritaire, des politiques anti-immigration. Donc j'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur sa liste aux élections européennes du 9 juin. Cette liste qui me paraît essentielle pour redresser notre pays et remettre la France en ordre. Et donc ça connaît des répercussions extrêmement concrètes sur le terrain, parce que vous avez des personnes qui finalement se sentent en liberté la plus absolue à l'égard notamment de certains justiciables qui sont les plus précaires et qui sont aussi ceux issus de certaines minorités et pour lesquels finalement en fait le discours politique viendrait absoudre des comportements fautifs à leur encontre. Il est bien évidemment qu'il ne s'agit pas de dire que le métier de policier n'est pas facile, parce qu'il peut être confronté à des situations sociales qui sont particulièrement délicates à gérer. Maintenant, il y a une différence entre cette difficulté de gérer ces situations sociales pour lesquelles après tout ils sont parfaitement et normalement formés, du point de ces rhétoriques politiques liées notamment à cet ensauvagement et à cette notion qu'on a pu voir émerger dans le débat public ces derniers mois, qui fait qu'en fait, ils se sentent investis d'une mission qui est presque civilisationnelle.
C'est-à-dire que le policier n'est pas simplement garant de la paix, il n'est pas simplement garant de l'ordre public, mais il se perçoit de plus en plus comme étant missionné pour finalement mettre un terme à ce qui est perçu comme étant une guerre civilisationnelle, comme étant un ensauvagement complet de la société, et qui bien évidemment ne peut que donner lieu à des dérives, parce que lorsque vous agissez avec l'idée que vous êtes confronté à un véritable ensauvagement, en fait, vous systématisez la manière dont vous agissez, et vous ne faites absolument plus la part des choses entre les différentes situations. Et puis, dès lors qu'en fait, vous êtes pris dans le main dans le sac parce que on a pu vous filmer en train de faire un croche-patte, on a pu vous filmer en train de frapper tel ou tel manifestant ou tel justiciable, eh bien, vous prétextez immédiatement de vos conditions de travail, vous prétextez immédiatement du fait que vous comprenez bien, c'est parce qu'en fait, toute la société est gangrénée par la délinquance, et le fait que toute la société soit gangrénée par la délinquance, eh bien, ça fait que parfois, oui, nous sommes humains et nous pouvons commettre des erreurs. Sauf que véritablement, ça n'a pas de sens, parce que, encore une fois, ils sont astreints à une déontologie qui est extrêmement stricte, ils sont astreints au respect de la loi pénale comme n'importe quel justiciable, et je rappelle notamment que la circonstance tirée de l'exercice de fonctions qui sont des fonctions notamment de policiers est une circonstance aggravante. Et on observe en tout cas ces dernières années un véritable basculement entre ce qui est normalement une circonstance aggravante vers une circonstance atténuante. Ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que même lorsque vous avez des personnes qui décèdent, et je pense notamment à Cédric Chouviat, eh bien les policiers ne sont pas immédiatement placés en garde à vue. Et le fait qu'ils ne soient pas immédiatement placés en garde à vue, là où n'importe quel justiciable, s'agissant de tels faits, le serait, ne serait-ce que pour préserver les moyens de preuve et ne serait-ce que pour préserver l'authenticité du discours, eh bien, ça leur permet en fait de pouvoir parler entre eux, ça leur permet éventuellement de pouvoir se concerter pour mettre en place une même ligne de défense avant qu'une éventuelle garde à vue, une éventuelle mise en cause intervienne des jours après. Et de la manière aujourd'hui, on sait parfaitement également que les fonctionnaires de police savent que les enregistrements audio des messages qui sont passés par la radio lorsqu'ils sont amenés à intervenir dans tel ou tel cas de figure peuvent être écoutés, enregistrés et être utilisés dans le cas des enquêtes et dans le cas des informations judiciaires. Et moi, par exemple, j'ai été confronté à plusieurs cas dans lesquels vous aviez des messages radio qui faisaient état d'une situation d'émeute, qui faisaient état d'une situation d'une extrême tension, de jet de projectiles. Et en fait, lorsque on avait les constatations matérielles sur place, on se rendait compte qu'on ne retrouvait absolument pas de bris de verre, on ne retrouvait absolument pas le moindre projectile et qu'il était extrêmement difficile de venir caractériser une quelconque situation d'émeute ou une quelconque situation d'extrême tension au sens où elle avait été présentée par le biais de la radio. Et d'ailleurs, ça se vérifie aussi bien s'agissant des conditions d'intervention immédiate que de cette systématisation d'une criminalisation des personnes qui font l'objet de contrôles qui dérapent ou qui font l'objet d'interpellations qui dérapent, parce que bien souvent, on va venir révéler le casier judiciaire, on va venir révéler les antécédents des personnes immédiatement pour venir mettre en œuvre ce discours qui consiste à atténuer la responsabilité des policiers en expliquant qu'en fait, leur faute est liée aux agissements même passés des individus qu'ils ont cherché à interpeller ou qu'ils ont cherché à arrêter. Déjà, ce qui est extrêmement délicat, c'est que les affaires qui donnent lieu à des violences policières ne sont pas systématiquement dépaysées. Ça signifie que la juridiction dans laquelle les faits ont pu être commis va être celle qui va lancer des investigations, va être celle qui va décider des suites à donner à telle ou telle affaire. Sauf qu'en fait, dans le code pénal, il y a notamment un lien qui est hiérarchique entre le parquet et les fonctionnaires de police dans le cadre d'enquêtes de tous les jours qui peuvent être menées. Et donc, on voit véritablement la difficulté qui peut se poser pour un procureur de la République, pour un juge d'instruction, de mettre en cause des policiers ou des gendarmes qui sont des auxiliaires et qui sont des personnes avec lesquelles ils peuvent travailler de façon quotidienne. Ensuite, au sein de l'institution policière, il y a d'autres mécanismes qui encouragent cette impunité. Dans le cas de certains lanceurs d'alerte qui avaient accepté et eu le courage de révéler des faits fautifs de la part de leurs collègues, qu'en fait, non seulement leurs collègues ont pu se retourner contre eux, et la hiérarchie policière a pu se retourner contre eux en décidant de sanctions à leur encontre. Donc à partir du moment où vous avez non seulement des magistrats
pour lesquels il existe ce lien de confiance quotidien qui est établi et que, en plus, s'agissant des collègues, eh bien, il y a une forme de complaisance qui peut s'installer au regard d'une loi du silence qui existe, évidemment que c'est extrêmement difficile d'obtenir des témoignages autres que celui de la personne qui a été victime des faits ou des témoignages de témoins qui, eux, n'auraient pas d'intérêt immédiat. Les voies d'amélioration, elles peuvent être assez nombreuses. Déjà, c'est peut-être de permettre d'avoir des mécanismes qui offrent la possibilité d'avoir des témoignages beaucoup plus immédiats de personnes qui sont aux alentours. Par exemple, on ne pratique pas suffisamment l'appel à témoignage lorsque vous avez des faits de violence et qui ont été commis soit par des policiers, soit par des gendarmes, alors qu'on sait que parfois ça peut se jouer en l'espace de quelques minutes et que vous avez des personnes qui peuvent assister à la scène. Je citais tout à l'heure l'affaire de Cédric Chouviat, où vous avez quand même des automobilistes qui étaient à proximité. On peut citer également les affaires dans lesquelles, eh bien, dans le cadre de manifestations, vous avez des manifestants qui tiennent à proximité et qui pourraient parfaitement donner leur témoignage à la justice. Ensuite, il faut véritablement que toutes les mesures soient mises en œuvre pour permettre qu'il n'y ait pas de concertation entre les fonctionnaires de police lorsqu'ils peuvent être mis en cause, et notamment dans les affaires de plus graves, et par conséquent que la loi qui autorise notamment le fait de recourir à des mesures de garde à vue soit appliquée lorsque des policiers soient mis en cause, précisément pour éviter qu'il y ait des accords sur les discours. Je pense également qu'il est indispensable que les magistrats soient mieux formés sur ces questions. Parce que c'est vrai qu'on peut assister à des dérives parfois lorsque des juridictions sont spécialisées, et c'est le cas notamment en matière antiterroriste, où ça donne lieu parfois à une approche notamment de la peine qui est une approche forfaitaire, et ça donne lieu aussi à des dérives parce que vous avez des magistrats qui osent même avoir recours aux mécanismes antiterroristes pour avoir à connaître de faits qui concernent par exemple la mobilisation écologique. Parmi les autres clés d'amélioration, moi je suis partisan d'un dépaysement systématique des affaires dans lesquelles vous avez des policiers qui sont mis en cause, précisément pour qu'ils puissent rendre compte devant un appareil judiciaire qui n'est pas celui dans lequel ils peuvent exercer leurs fonctions. Si vous n'avez pas de garde-fou, s'il n'y a pas de garantie pour les justiciables de pouvoir obtenir des enquêtes indépendantes, eh bien, ça donne lieu à des comportements qui peuvent être des comportements qu'on voit s'inscrire dans une forme de normalité et qui peuvent en tout cas donner lieu à une répétition dans le temps, dans l'espace, si encore une fois, il n'y a strictement aucune poursuite et aucune condamnation. Et je pense aussi que c'est, d'un point de vue plus global, la question de la vision que nous devons avoir de notre police, c'est-à-dire que c'est une vision d'un organe qui est censé être un organe pacificateur, et on doit véritablement se méfier de ce que peut entraîner cette logique d'impunité, parce que on voit notamment à travers les différents rapports qui ont été rendus, et par exemple celui du rapport du défenseur des droits, que vous avez en plus un lien de confiance qui est rompu entre la police et la population. Et ça, c'est tout à fait dommageable parce que, encore une fois, les fonctionnaires de police doivent pouvoir agir dans un lien de confiance. Et il est bien certain que le fait de ne pas les punir lorsqu'ils peuvent commettre des infractions pénales ne peut que déliter ce rapport.